Oui, oui, donc Olivier Sarfati, moi je suis directeur de MyPrépa. Donc moi, ça fait presque 30 ans maintenant que je suis dans le monde de la prépa. J'étais un bachelier assez moyen, sans mention. J'ai fait une prépa de milieu de classement et pendant 2 années, j'ai énormément travaillé. J'ai intégré HEC et j'ai eu envie ensuite de transmettre les méthodes qui m'ont notamment permis d'avoir HEC aux étudiants. Et en 2012, j'ai créé MyPrépa, donc après avoir donné plus de 10 ans de cours particuliers. Et puis, j'ai écrit un ouvrage qu'on voit là, Les secrets pour intégrer HEC. Et on a créé la première prépa en ligne en 2016. Puis, pour cette prépa en ligne, le premier étudiant à avoir eu l'idée de faire une prépa en ligne a eu l'ESSEC. Ça nous a donné envie d'étendre la prépa en ligne, puis ouvrir une prépa à Paris depuis 2019. Donc, c'était les concours 2020. Et c'est comme ça que l'aventure MyPrépa Paris s'est lancée aussi. Et aujourd'hui, donc MyPrépa est une classe prépa qui est depuis 4 ans dans le top 20 des meilleures prépas de France. Et moi, je suis donc directeur de MyPrépa et j'enseigne les mathématiques et méthodologie toute matière à nos étudiants. Et aussi, je suis le fondateur de la Live Class, donc qui est la plateforme qu'on est en train de voir là, qui est utilisée par 2000 étudiants par mois. Donc voilà, il n'y a pas que MyPrépa qui utilise cette plateforme, il y a d'autres prépa médecine, prépa juridique, etc., organismes de formation professionnelle. Voilà pour la présentation. Et je suis ravi, Dorian, de pouvoir partager ce live avec toi, comme la dernière fois sur Ecricom. Je t'avoue que là, vu que j'avais cours jusqu'à 18h30, ça a été sportif d'analyser. Tu vois, là, j'étais en pleine analyse des sujets. Donc, comment veux-tu qu'on procède, Dorian? Tu veux Eh qu'on ben, commence par Math Appli, peut-être, après Math Pro? Tout est ouais, prêt, hein, là. alors juste au niveau de l'écran, donc si tu peux juste le réduire un minimum de ton côté pour qu'on puisse voir la totalité du sujet, Ouais. et après on sera tout bon. Donc on va commencer dans un premier temps, parfait, c'est nickel là, c'est tout bon. On va commencer par les maths appliquées. L'idée ici donc c'est de balayer question par question. Là tout est affiché directement sur l'écran d'Olivier. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Et bien évidemment pas de stress à avoir. On va également vous dire le pourcentage du sujet qu'il fallait faire pour espérer avoir 20 sur 20. Et c'est parti, on va décortiquer Allez. ce sujet. À première vue, Olivier, quand tu l'as vu avec les annotations que tu as faites, t'en as pensé quoi de ce sujet, Webmillon? Alors moi, ce que j'ai pensé du sujet, c'est que un petit peu comme Ecricom, c'est un sujet qui est assez complet, où on attaque en exercice 1 avec équations différentielles assez calculatoires au début. Donc, il faut bien voir que le cours sur les équadifs et systèmes différentiels, il tient sur 3-4 pages. Donc, alors après, évidemment, il faut faire des exercices. Mais donc, ici, c'est essentiellement un chapitre calculatoire. Donc là, il y avait du calcul au début, avec une application ensuite en Python, qui ici, ça dépendait du résultat qu'on obtenait dans les questions précédentes. Et là, on mettait XY a priori. Donc un peu de Python, hein. Donc là, c'était la représentation graphique de la solution qu'on obtenait. Donc ça, c'était la première partie de l'exo 1. En partie B, on avait étude de fonctions avec ensuite, en partie C, une suite implicite. Voilà, je l'ai mis ici, je ne l'avais pas lu, là, effectivement, c'était écrit ici. Donc là, on reconnaît des suites implicites. Donc là, on est sur de l'analyse standard, on va dire, avec ce que les étudiants n'aiment pas trop, les représentations graphiques. Vous préciserez les points d'intersection, étudier la position relative, dessiner sur un même graphique. Alors ça, j'insiste, hein, dans les rapports de jury, ils sont formels. Ils en ont un peu marre que les étudiants n'aient aucune vision graphique. Ils ont été habitués jusqu'au lycée à utiliser leur calculatrice. Et en prépa, souvent, c'est difficile pour eux de visualiser, de représenter graphiquement les choses. Et là, en fait, on n'avait pas le choix, on était obligé de les représenter. Donc, c'était un bon exercice pour ceux qui veulent travailler les courbes représentatives. Et suite implicite, il y avait des questions sympas, donc on pourra peut-être zoomer. Alors, là, je te fais l'overview et après, Bien on sûr, ouais, rentre ouais, dans un très clair. micro-détail. Ensuite, l'exercice 2, donc c'était des matrices diagonalisation, où beaucoup de questions classiques, où il y avait beaucoup de questions de calcul, en fait, mais avec aussi des petites questions sympas. Donc, quand je mets sympa, c'est qu'il y avait un peu de recherche. Donc, on regardera aussi là. Mais dans l'ensemble, quand même assez calculatoire. Une partie, là, ensuite, B, où il y a du trinôme, bonne connaissance du trinôme du second degré, donc, par rapport au nombre de racines notamment, et aux signes. Et ensuite, partie C, où là, on mélange, alors qu'au début, on était essentiellement sur les matrices. En partie C, on mélange matrice et endomorphisme, et où il y a aussi des questions sympathiques.
Là, ici, il y a une petite question sympa. Enfin, là, la difficulté est quand même modérée hein, sur ce. C'était je pense, cet exercice-là était vraiment abordable par tous. Pas d'immenses difficultés. En tout cas, j'ai pas observé d'immenses difficultés. J'ai pas fait tous les calculs, tu te doutes bien, parce que j'ai pas eu le temps. Mais donc, Exo 2, sans doute l'exercice, si on n'aime pas le Python et les systèmes différentiels, il fallait peut-être commencer par l'Exo 2. Bon, et ensuite, Exo 3, alors tu vois, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais quand je lis le protocole, on voit que c'est un protocole qui ressemble, quand on voit remise et succession, donc, on effectue une succession illimitée de tirages avec remise. Une loi géométrique, hein. Exactement, j'allais te le dire, Dorian, je te laisse conclure. Là, on reconnaît un protocole d'une loi géométrique. Et d'ailleurs, on le voit à la fin. Ils le disent, montrer qu'à un moment, il y a vers la fin, là, je ne sais plus où c'est, ils disent, reconnaissez une loi géométrique. Je ne sais plus où c'est. Bon, bref, on va la retrouver. Mais il y avait bien une loi géométrique dans l'air. Et après, il faut rentrer dans le détail du protocole. J'insiste aussi sur un point. Souvent, ils donnent des petits exemples comme ça. On suppose grand N égale 4. Les étudiants, parfois, se disent, ouais, c'est un exemple, pas besoin, je peux faire directement, je peux avancer. En fait, souvent, l'exemple permet de comprendre le protocole. Donc, vraiment, passer aussi un petit peu de temps sur l'exemple pour bien comprendre. Là, je n'ai pas eu le temps de trop rentrer dans le détail, mais ça n'avait pas l'air excessivement difficile à la partie Python. Ici, sans doute, ça nous dit que si X n'est pas dans la liste, alors il faut rajouter X à la liste. Là, L.append X, ça veut dire qu'on rajoute X à la liste. Donc ça, c'était, je pense, pas trop compliqué. Ensuite, du Python, et là, il faut s'y habituer, hein, vous avez vu, hein, le Python, comme je le disais, comme on le disait ensemble, haut et fort, Dorian, sur le live précédent, il faut faire du Python. Et là, on avait du Python sur des lois discrètes, avec le fameux rd.randint 1n plus 1, où là, est-ce qu'il nous rappelait un peu les choses? Non, il ne nous rappelle pas, mais j'espère que vous connaissez cette fonction-là, cette instruction-là sur Python. Donc là, on est sur du variable aléatoire, coupe de variables aléatoires et Python, avec un protocole qui ressemble à de la loi géométrique. Donc peut-être que là, ici, dans le reconnaître la loi de XK, c'était peut-être une géométrique aussi. J'ai pas eu le temps de tout lire, hein, donc je te dis ce qui me vient. Et puis après, ici, on a des couples. Donc T2, X1, encore des couples sur la fin ici. On admet que les variables sont indépendantes. OK. Et ensuite, on fait ici, voilà, c'est ici, tu vois, Z suit une loi géométrique. Donc il y avait là aussi sans doute utilisation du protocole. Et là, on a P de Z3 plus Z2 plus Z3 égale N. Donc là, c'est peut-être, une fois de plus, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est un produit de convolution? À voir, sans doute. Ça, c'est un produit de convolution, ce qu'on appelle un produit de convolution. Convolution. Ce qui veut dire que c'est sans doute une union, quoi. Une union des Z2 égale L inter Z3 égale à N moins L, sans doute. Puisqu'on veut que la somme, L plus N moins L fasse N. On a sans doute une union de ça, et on se sert du coup de la question 11a, comme il nous suggère, en déduire, pour trouver le résultat. Et donc, ça, c'est sans doute le fruit. Il ne fallait pas faire n'importe quoi ici, hein. Parfois, des étudiants trouvent la proba en faisant un nombre de cas favorables sur le cas possible. Là, je pense que c'était sans doute une union, donc une somme, et donc peut-être une somme géométrique qui se simplifie et où on obtient ça à l'arrivée. Donc voilà, à mon avis, c'était ça. Donc je ne l'ai pas fait, hein, mais je pense que c'est ça, plus somme géométrique ici. Et on terminait après par de la covariance. Donc on est bien sur des couples, et où on montrait que la covariance était égale à la variance. Covariance de TITG est égale à la variance. Donc là, en termes de stratégie, avant qu'on rentre dans un peu plus de détails, moi j'aurais sans doute fait l'exo 2 en premier, sans doute le 1, donc le 1 en deuxième, et le 3 qui traditionnellement, les probabilités, c'est vraiment souvent les exercices qui posent le plus de problèmes, je l'aurais peut-être réservé pour la fin. Après, tu vas me poser la question, sans doute, Dorian, et pour avoir 20, combien Exactement. qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, quand je vois le sujet, je me dis que c'était 4 heures, c'était quand même long, hein, là, hein. Je pense que c'était pas terminable en 4 heures. Donc, je pense qu'en faisant 2 exos et demi, on était sur du 20 à peu près. Je dirais pas. Donc environ 75-80% plutôt du sujet juste pour prétendre au 20 sur 20. Ouais, parce qu'il y avait quand même. Alors, j'ai pas demandé encore à mes élèves qui me diront, mais
mais je pense qu'il était quand même difficilement terminable. Mais après, peut-être qu'il était terminable parce que quand on voit, il y a quand même le Python, quand on a compris qu'on a fait du Python, ça va assez vite en fait. Donc, c'est assez rapide à remplir. Et là, ça prenait quand même pas mal de place. Donc, peut-être que c'était ici pas si compliqué. Peut-être que l'Exo 3 était une bonne surprise et que c'était pas si compliqué. Mais là, comme ça, comme je ne suis pas rentré pleinement dans le protocole, je ne peux pas te dire, c'est difficile à voir, s'il va prendre beaucoup de temps. Même si j'identifie quand même qu'il y a des questions, j'ai envie de les faire. Quoi. Là, ici, produit convolution, j'en ai fait beaucoup. J'ai envie de faire ça. Quoi. Enfin, j'espère que vous en avez fait beaucoup. Hein, les lois de somme, avec des histoires d'union comme ça, ça tombe assez souvent en concours. Et donc là, ben, ici, c'est encore tombé. Donc maintenant, donc voilà, je dirais 75% d'Orient. Après, si on zoome sur quelques questions, donc là, je ne vais pas faire sur ces questions qui sont calculatoires où je pense franchement que là, seul, vous devez sans doute y arriver. Là où pour moi, il y avait des questions à valeur ajoutée, c'était non pas ici, enfin là, quand on dit étudier la position, donc calculer les limites, là, c'est des histoires de croissance comparée et parfois, il n'y a même pas de format déterminé, donc ça, je vous laisserai faire. Dresser le tableau de variation, étude de dérivée, donc là, il n'y a pas de difficulté aussi. Enfin, il n'y a pas de difficulté, il faut le faire, hein, mais c'est du produit U fois V, on sait faire a priori. Ensuite, question 5A, là, bah, il fallait avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, c'était que quand on veut étudier la position relative de deux courbes, on fait l'étude de la différence, FK plus 1 moins FK. Et du coup, il y avait sans doute des choses qui se simplifiaient et on arrivait à trouver du coup les positions relatives d'une courbe par rapport à l'autre. Ouais, intéressant. C'est vrai que pour le coup, ces dernières années, on nous demande quand même beaucoup plus de justement tracer des courbes, etc. C'est vrai que initialement, c'est beaucoup plus au programme des ECT. Ça allait beaucoup moins initialement au programme des G. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire parce que bah, chaque année, il y a des étudiants qui omettent, je dirais, ces questions-là, qui ne les traitent pas, alors que derrière, bah, encore une fois, c'est des questions, bah, justement, vu qu'elles sont pas traitées par tout le monde, bah, vous pouvez vous différencier. Surtout que, en fait, le graphique, j'ai envie de dire visuellement, il va sauter à l'œil du correcteur. Donc, si vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, forcément, ça sera valorisé. Donc, je te laisse continuer justement Alors pour là, la sur fin ce de. point d'Orient, c'est bien que tu t'insistes dessus, parce que moi, j'en ai lu des rapports où ils disent les étudiants n'ont aucune, notamment sur les maths appliquées, malheureusement, mais de plus en plus aussi sur les maths pro, les étudiants ont du mal à visualiser graphiquement ce qui se passe. Donc là, moi, sur ce genre de questions, là, je vais être assez cash. Si vous n'êtes pas sûr de vous, sautez la question. Parce que vous pouvez vous décrédibiliser si vous faites une courbe. Moi, j'ai déjà vu vraiment des horreurs d'Orient sur les courbes. Où tu dis, mais comment l'étudiant a l'idée de faire ça? Si vous n'êtes pas sûr parce que vous ne l'avez pas assez travaillé, franchement, ce n'est pas grave. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit sur le précédent live, sur des sujets comme ça, il faut avancer. Parce que là, il y a tellement de questions qu'on peut faire qu'il faut essayer de bien faire les questions qu'on va traiter. Mais ne pas vous décrédibiliser avec une courbe qui va ressembler à rien. Donc là, si on est sûr, on le fait. Si on est moyennement sûr, on ne le fait pas. Voilà, moi, ma recommandation, c'est plutôt ça. Et donc là, peut-être que je ne sais pas ce que disent les internautes, parce que là, je suis sur la plateforme, je ne vous vois pas. Mais sans doute, il y en a pas mal qui ont sauté, à mon avis. Ça, c'est, bah, je pense, une grande partie. Après, on arrive donc sur les suites implicites. C'est quelque chose, encore une fois, ici, bon, qui n'est pas tombé récemment le M, c'était tombé avec Ricom, mais encore une fois, ici, c'est quand même des choses assez classiques ici, où on peut bah, se rassurer, récupérer des points, et là, bah, on voit que tu t'amuses à faire les questions, Olivier. Ouais, bah, du coup, voilà, j'ai essayé, pendant que vous parliez d'économie, moi, j'écrivais des maths. Et donc, qu'est-ce que je… Ah oui, donc là, il y avait une question au-dessus, dans la première partie qui est méga classique, donc juste, j'y reviens rapidement. Là, ici, quand on nous dit, voilà, la matrice A est-elle diagonalisable? Quand on voit A, en fait, on voit que la matrice est triangulaire, avec -1 comme unique élément diagonal. Donc, nécessairement, ça voudrait dire que si elle était diagonalisable, alors elle n'aurait que -1 comme seule valeur propre, et donc elle serait semblable à la matrice -i. Ça, c'est un grand classique du concours. Donc, c'est une démonstration faite par l'absurde, où on montre que si c'était diagonalisable, ça voudrait dire que A serait égal à P fois -1, -1, P-1, c'est-à-dire serait égal à -i. Et là, on arrive à une absurdité, puisque A n'est pas égal à -i. Donc, du coup, ici, on avait une matrice qui n'était pas diagonalisable, si j'ai bien calculé. Dans la partie, donc effectivement, sur les suites implicites, revenons, excuse-moi, j'ai fait la petite digression. Parce que j'avais oublié que j'avais écrit ça, donc dans les points que je voulais mentionner aujourd'hui avec vous.
Donc là, ici, généralement, suite implicite, ça se fait par le théorème de la bijection. Je n'ai pas fait l'étude de fonction, mais là, ça va C'est du sans doute… classique. Pardon? J'ai dit non, j'ai dit c'est du classique, hein, la bijection, ça tombe chaque année, donc on n'a pas le droit vraiment à l'erreur là-dessus. Bon, on peut faire des erreurs de calcul, mais vraiment il faut appliquer la méthode et il faut essayer de se battre et de trouver la solution. Mais quand on nous dit voilà qu'il y a une unique solution à cette équation, c'est bijection, c'est téléphoner. Exactement. Et ensuite, en question, alors la question 7, moi je la trouve très sympa, parce que souvent les étudiants ils se disent mais je ne connais pas UK, donc comment je fais? En fait, ici, effectivement, on ne connaît pas UK. Par contre, ce qu'on sait, c'est que UK vérifie que FK de UK égale K, puisque UK est solution de cette équation. Et c'était ça, en fait, le point de départ. C'est que je pars de FK de… Alors, je n'ai pas mis les quantificateurs, etc. Hein, tu me pardonneras, Dorian. Pas de souci. J'ai voulu aller vite. Mais on a, du coup, FK de UK. Quand je regarde FK, FK, c'était X plus 1 EKX. Donc, du coup, FK de UK, ça fait UK plus 1 EK de UK. Et on sait que ça vaut K, puisque ici, c'est égal à K. Donc après, il fallait jouer là-dessus et composer par le ln. Là, il fallait avoir l'idée de dire, je veux du ln, puisqu'ils nous disent ln. Donc, je vais composer par ln. Je compose par ln, il faut bien le faire. Il faut dire que tout est strictement positif, donc il y avait des conditions. Mais donc, je compose par ln, qui est une bijection. Donc, on peut regarder même l'équivalence. Donc, ça nous fait ça. J'utilise les règles sur les ln. Ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Et quand je fais ln de e, le e s'en va. Et le ln aussi, on obtient k uk. Et là, on est trop content parce que du coup, je peux isoler donc mon KUK, c'est-à-dire que je dis que KUK, c'est égal à ln de K, et le ln de UK plus 1, je le passe de l'autre côté. Ça nous fait ça. Et ensuite, il suffisait de diviser par K, K étant non nul, il faut le préciser, bien sûr. Et on a que UK, c'est ln de K sur K, moins ln de UK plus 1 sur K. Et après, il fallait juste voir que ce truc-là, vu qu'il est positif, quand je retranche quelque chose de positif, du coup, ln de K, enfin UK est plus petit que ln de K sur K, puisqu'on lui enlève ça. Donc, on obtenait comme ça le UK plus petit que ln de K sur K. Donc ça, à mon avis, c'était le point chaud l'un des points chauds à mon avis, de cette épreuve, de cet exo, mais de l'épreuve de manière générale. On était en plus très rassurés, car la question 8A, alors je trouve ça étrange qu'ils la mettent après la question 7, parce que moi, c'est grâce à la question 8A que j'ai traité dans la question 7 que j'ai montré que UK était plus petit que ln de K sur K. Mais bon, du coup, je suis plutôt content et rassuré parce que la question 8, du coup, j'ai juste à dire, d'après la question 7, on a. Et du coup, j'ai directement le résultat. Donc voilà, ça, c'était pas si simple, je trouve, cette question. Ça demandait des prises d'initiative et je ne suis pas sûr que… Là, je pense que c'était une question un peu discriminante. Ensuite, sur la question 8, donc ça, c'est bon, on l'a traité. UK équivalent à ln de K sur K, là, il fallait montrer que le quotient tend vers 1. Pas de grande difficulté ici. Et autre question sympa, pour moi, ça, c'était aussi le clou du spectacle sur cette fin d'exercice. Quelle est la nature de la série somme des UK? Bon, et là, je pense que même en appro, il y en a certains qui n'auraient peut-être pas trouvé. Donc là, je vous dis ici ce qu'il fallait faire. Là, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est que déjà, on a UK équivalent à ln de K sur K. Donc, on pense aux critères d'équivalence. C'est-à-dire qu'on se dit UK équivalent à ça. Donc, ça veut dire que les séries de termes générales UK et la série de termes générales ln de K sur K sont de même nature. Théorème de comparaison des séries à termes positifs. Donc, du coup, l'enjeu de la question, c'est de trouver la nature de la série de termes générales ln de K sur K. Si ça converge, somme des UK converge. Si ça diverge, la série de termes générales UK diverge. Et donc là, en fait, il fallait avoir l'intuition que cette série diverge. Et donc, pour montrer qu'une série diverge, c'est là où je sais que les étudiants ont généralement du mal. On peut montrer en fait qu'elle est minorée par une série divergente. Et c'est ici ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai dit que comme K est plus grand que E, ln de K, c'est plus grand que ln de E. Donc là, il fallait avoir l'idée de partir de K plus grand que E. Ça veut dire que du coup, ln de K est plus grand que 1. Je divise ensuite par K, qui est strictement positif. Ça fait que ln de K sur K est plus grand que 1 sur K. Et donc, on a réussi à montrer que pour tout K plus grand que E, on a 0 plus petit que 1 sur K, plus petit que ln de K sur K. Or, la série de termes générales 1 sur K diverge. Vous savez, c'est la série harmonique, série de Riemann, qui est divergente, puisqu'on a ici, c'est K puissance alpha avec alpha égale 1. Et donc, cette série diverge. Donc, du coup, cette série-là, par critère de comparaison, cette série-là diverge. Et comme cette série-là diverge,
par critère d'équivalence des séries à termes positifs, la série de termes générale UK diverge. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Technique. Aurélien. Moi, je trouve ça assez Non, mais difficile. très technique. C'est vrai qu'en fait, déjà, quand on nous demande la nature de la série, en tout cas, moi, je me rappelle, en tant que préparationnaire, je me disais toujours, si on pose cette question-là, c'est qu'en fait, on va revenir sur des éléments de cours. En fait, typiquement, la série de Riemann, c'est quelque chose, moi, qui m'aurait interpellé. Après, est-ce que, directement, je me dis, on va trouver ça? Mais c'est vrai que toujours, quand on nous pose la question, est-ce que c'est diagonalisable? Ben, en fait, il y a des mécanismes, en fait, qu'on a au moment des révisions. Ben, on se dit, voilà, si on me demande qu'elle est diagonalisable, généralement, c'est qu'elle n'est pas. Sinon, on nous dit de Ouais, montrer qu'elle est diagonalisable. Et en quoi? Donc là, c'est vrai que moi, interpellé, ouais. ouais, ça m'aurait interpellé, c'est ça exactement. Et je me serais dit, bah, peut-être qu'il faut que je me fonde un petit peu sur des séries que j'ai vues en cours, que ce soit géométrique, que ce soit justement harmonique, Riemann, pour savoir vers laquelle finalement j'aurais pu m'orienter. En tout cas, ça m'aurait mis la puce à l'oreille. Est-ce que j'aurais trouvé le résultat? Ça, je ne sais pas, j'ai pas composé. Mais en tout cas, très très belle démonstration, Olivier, pour conclure cet exercice 1 en maths appli UM Lyon. On Ouais, passe au 2. voilà, ça, c'était vraiment, je trouve, effectivement une belle question. Et pour tout vous dire, je ne l'ai pas mis ici parce que j'ai effacé, mais je m'étais au début planté. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire, peut-être que je vais faire, au début, j'ai tenté de faire K puissance 1,5 fois ln de K sur K, qui tend vers 0. Et du coup, j'avais ln de K sur K, qui est un petit taux de 1 sur K2. De K 1,5, pardon. Sauf que ça ne marchait pas parce que j'ai ça qui est négligeable devant une série divergente. En fait, il n'y a pas de théorème qui. Donc, du coup, là, ça ne marchait pas dans ce sens-là. Ça peut marcher parfois, mais là, ça ne marchait pas. Donc, du coup, mauvaise piste. Et ça, il faut aussi vous le dire, hein, de temps en temps, sur les questions à forte valeur ajoutée, pas 10 000 solutions. Soit vous tentez, soit vous sentez qu'elle est à votre portée et vous essayez d'y passer 5 minutes, pas beaucoup plus. Soit vous passez parce que sur ces sujets-là, il y a tellement de questions à faire qu'on avance, quoi. C'est ça. Mais là, c'est une question discriminante. Et ce que tu dis justement, c'est ça qui est important. Vraiment, n'essayez pas. Enfin, faut vous battre bien évidemment, mais n'essayez pas de vous battre à corps perdu. C'est-à-dire que justement, 5 minutes, c'est en moyenne le temps maximum qu'il faut passer pour une question à forte valeur ajoutée. Si vous voyez que vous y arrivez pas et que vous vous battez un petit peu dans le vent, il ne faut absolument pas s'obstiner à absolument faire enfin répondre à la question. Justement, il y a beaucoup de questions et peut-être qu'il faut justement passer. Et voilà, le seul élément qu'il y a, c'est se dire il faut ne pas avoir la culpabilité de se dire mince, j'ai pas réussi à répondre à cette question-là, et en fait ressasser. C'est vraiment un petit peu en mode reset. C'est bon, c'est pas grave, Exactement. j'ai pas fait, je passe à la suite et continuer du coup à peut-être tester de nouvelles questions et après pourquoi pas revenir dessus avec une prise de recul peut-être, notamment pour des questions qui sont généralement dans le cœur du sujet, qui sont pas des questions comme ici en fin de sujet. Si vous n'y arrivez pas, boum, reset, vous passez à un exercice 2 et c'est ce qu'on va faire justement, Olivier. Exactement. Donc là, on y va donc sur l'exercice 2. Là, exercice 2, alors là, pour le coup, ce truc-là, j'espère que vous l'avez vu à plusieurs reprises dans vos révisions, ou en tout cas pendant votre deuxième année de prépa, même première année, parce que c'est sans doute l'un des espaces vectoriels qui tombe le plus au concours. Il est tombé, mais Totalement. je sais pas, je peux remonter jusqu'à EM Lyon 92. Bref, il y a écrit comme 2003 aussi, il y avait ça. Enfin, bref, le truc qui tombe tout le temps. Donc, 2006 aussi. Enfin, bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire des mathématiques, mais ça tombe tout le temps. Donc là, j'espère que vous étiez familier avec cet espace-là. Donc là, première question calculée à 2. Bon, j'ai fait l'exercice quand même un petit peu. On obtenait moins i. Donc là, on se doutait, même sans avoir fait le calcul, comme il nous demande de donner son inverse et juste en calculant à 2, on se doute que ça va être un truc de la forme alpha i. Et ensuite, du coup, on montre que A fois une certaine matrice égale à l'identité. Et cette certaine matrice, c'est du coup l'inverse. Et donc là, on observe que quand je fais A fois moins A, ça fait I. Et donc l'inverse de A, c'était moins A. Donc là, ici, vraiment très, très jouable quand même. La matrice A est-elle diagonalisable? Alors là, moi, j'aime bien ce sujet parce qu'au début, je me suis dit, tiens, ça ressemble à des polynômes annulateurs. Sauf que polynômes annulateurs, ça marche quand on a des racines. C'est-à-dire qu'on trouve un polynôme, on trouve ses racines et ça fonctionne. Là, ici, le polynôme annulateur, c'était x carré plus 1. Tu vois, quand tu passes ça là, a carré plus i, ça vaut 0. X carré plus 1, il n'y a pas de racine. Donc, le cours n'est pas très clair là-dessus. On ne peut pas vraiment conclure. C'est pour ça que j'ai fait la redémonstration. Et donc là, c'était une démonstration par l'absurde aussi, selon moi, et peut-être mieux, hein, vous me direz. Mais donc moi, j'ai fait
J'ai fait ça. J'ai dit, supposons que A soit diagonalisable. Et donc là, après A, du coup, si c'est diagonalisable, c'est-à-dire qu'il existe deux valeurs propres que j'ai appelées lambda 1 et lambda 2, telles que A soit égal à P diag lambda 1, lambda 2 fois P-1. Ensuite, je me suis servi du fait que A carré, je le connais A carré. A carré, c'est égal à moins I. Du coup, j'obtiens que cette matrice égale à P fois cette matrice fois P-1. Et c'est là où il y a un point de cours. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cette question, c'est qu'elle mobilise un point de cours. Il y a un point de cours, Dorian, je ne sais pas si tu t'en souviens, deux matrices qui sont semblables. Là, on est en présence de deux matrices semblables. Une matrice égale à P fois l'autre matrice fois P-1. Eh bien, deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres. Ce qui veut donc dire que là, on connaît les valeurs propres de cette matrice diagonale, c'est lambda 1 carré et lambda 2 carré. Et on connaît les valeurs propres de cette matrice diagonale, c'est moins 1. Donc, si ces deux matrices ont les mêmes valeurs propres, ça veut donc dire que lambda 1 carré, c'est moins 1, et lambda 2 carré, c'est moins 1. Et c'est là qu'on arrive à une absurdité, puisqu'un carré, c'est toujours positif, donc on ne peut pas avoir quelque chose de négatif. Les complexes ne sont plus au programme, malheureusement. Donc, ici, A n'était pas diagonalisable. Et finalement, tu vois, ça revient juste avant à ce que je te disais, c'est que si on nous pose la question, bah, est-ce que A est diagonalisable? Ben non. Il y a 90% de chances que ce soit non. Et la démonstration par l'absurde, bah, généralement, moi pareil, premier élément que j'aurais fait, c'est tester par le polynôme annulateur. C'est le truc un petit peu classique et c'est Ouais. par là qu'on procède justement par l'absurde. Et justement, la question la question 1, pardon, qui était calculatoire, nous amenait à ça. Mais en tout cas, c'était intéressant. Le cours est clair, une valeur propre est nécessairement racine d'un polynôme annulateur, nous dit Moursin également dans le chat. D'accord, ben voilà. Moi, j'ai refait la démonstration parce que la façon dont on utilise, nous, le polynôme annulateur, c'est souvent pas comme ça. Souvent, il y a des racines et là, on sait faire. On dit que le spectre est inclus dans les racines. Là, du coup, je vous ai refait la démonstration qui prenait deux lignes et qui est intéressante aussi parce qu'elle permet de revoir un point de cours. Très clair. Ok, alors ensuite, donc après, c'est du calcul, là. Résoudre l'équation M égale MA, ça aussi, grand classique de ce type de sujet, où l'idée est de prendre M égale à X, Y, Z, T. Et là, tu fais des systèmes. Donc, ce n'est pas le truc le plus fun, mais on y arrive plutôt bien. Et ça permet de mettre en exergue une base, donc une famille génératrice qui est libre, et donc du coup, ça forme une base. Et donc là, les deux se traitent l'une après l'autre. C'est-à-dire que la question B découle de la question A. Et on montre donc que I et A forment une base de C. Là, après, pareil, c'est du calcul. Mn appartient à C, mais il fallait se resservir, sans doute, fallait se resservir de ça. Hein. Là, ici, je pense ceux qui ont peut-être galéré là-dessus, c'est qu'ils ont oublié que C, c'est vect de I de A. À partir du moment où on sait ça, il faut s'en servir. Oula, pardon. Quitter. Ah, non, là, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Là, j'ai fait un bug. J'ai quitté la. Donc, ça, c'est bad, bad, bad. Il va falloir que je relance une séance. On coupe l'écran pour le moment. Bon, ça qui nous dit c'est très bien aussi comme ça. Pas de souci. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions là. Désolé, j'ai appuyé sur Ouais. fausse manip. Alors, Pas attends, de souci, Olivier. je vais aller dans les séances passées. Je refais ça. Et il faut que je télécharge le compte rendu. J'ai tout retéléchargé. On va faire comme ça. Et tu nous dis quand c'est bon. On a actuellement 35 personnes qui sont sur le live, donc à l'approche des maths. C'est vrai on est finalement qu'au milieu enfin même pas à deux épreuves sur deux épreuves sur cinq en maths, pardon. Il y a eu les maths écrits comme, il y a eu les maths du coup aujourd'hui EM et pour les ECT les maths ESCP, et après donc il reste les maths 1, les maths 2, les maths EDEC, mais les maths EM pour le coup, et c'est vrai que tout à l'heure on a recalculé avec Flexic Mister Prépa, mais c'est les maths qui sont les plus importants pour les étudiants parce que c'est ceux en fait qui regroupent le plus d'écoles, 14 écoles qui sont regroupées dans ces maths EM Lyon. Donc EM Lyon, Schema, TBS et ensuite les écoles hors top 10 hors Écricom. Donc c'est quand même finalement une épreuve qui est assez importante, même si d'un point de vue coefficient, elle est, en tout cas pour les maths appliquées, pas si rémunératrice que ça. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'au coefficient 6 au maximum, qu'il faut quand même aller chercher pour les maths appli. Tu nous dis, Olivier, si c'est bon pour toi. Attends, je vais remettre. Là, c'est quand même. Hop, je vais remettre le sujet. C'est les aléas du direct, hein, vous nous en voulez absolument pas. J'ai appuyé sur quitter alors que non, en fait.
En fait, je pensais que je faisais l'appel, parce qu'avec la live class, on peut faire l'appel. Et donc là, je voulais pas faire l'appel, mais en fait, c'est là, bref. Alors attends, 2 secondes, je remets le sujet. Pas de Je souci. remets le sujet. Et dès que c'est prêt, je te dis. Bah, c'est tout bon. Donc là, petit instant de pub. On n'a pas de pub. Ah, si, j'ai un petit abonnez-vous. Regardez, je vais vous le mettre. Il va être beau à l'écran. Donc abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Vous l'avez compris, je pense, avec ce petit instant de pub. On meuble comme on peut. Le temps qu'Olivier nous dise que ce soit tout bon. Ça y Encore est, une donc fois, là, tu peux te remettre. parfait. J'ai remis le Et là, sujet. c'est tout bon. On a le sujet qui apparaît. J'ai remis le sujet. Par contre, les calculs que j'avais faits pour vous n'y sont plus. Et c'est bien dommage, mais ils vont revenir après. Donc là, du coup, j'avais terminé avec la question. Attends, c'était où? Là, on en était à la fin de la partie A, page 4, Voilà. justement sur. Là, on en était à la 5B sur montrer que M et N commutent. Et est-ce que tu peux aussi rezoomer, Olivier, Alors, là, du coup, l'écran alors, de ce que ton je vais côté? faire, c'est que maintenant, je vais peut-être prendre en un peu plus grand. Là, j'ai réinséré, parce qu'avec la plateforme, voilà, ça fait l'occasion que vous connaissiez cette plateforme, on peut tout ce que j'écris, en fait, se télécharge automatiquement. Il y a un compte rendu qui est automatiquement généré. Et donc, ce que je vais faire, je me remets là, je vais splitter l'écran en deux et je vais mettre mes notes. Voilà, très bien, c'est bon. Je m'en suis sorti. Je Parfait. te montre du coup ce qui était intéressant dans les questions d'après. Je me remets dessus. Pas de souci, vas-y. Et Gaspard, du coup, qui nous posait la question, petite analyse des maths ESCP. Oui, ça arrive juste après. Là, on finalise les maths applis, on fait rapidement les maths appro et ensuite les maths ESCP pour les étudiants de CT. On ne vous oublie pas. Voilà, alors là, ça y est, je suis revenu sur l'exo où on a fini. Donc là, la question 6, je l'ai trouvée très sympa aussi. Où ici, en fait, il fallait se souvenir, ce que je disais tout à l'heure, il fallait se souvenir du fait que M appartient appartient à un vecteur de IA. Vous savez, C, on avait montré que C, c'était C ici, c'est vecteur de I carré A. Bon, mais ça, si on l'oubliait, on était mal. Donc là, ici, en faisant ça, pour montrer que M est inversible, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, vu que M appartient à C, il appartient à un vecteur de I de A. Donc, là, tu arrives à voir, Dorian, parce que du coup, Ah, c'est un peu parfait, ouais, compliqué. c'est Donc, tout bon. Ouais. M, du coup, vaut alpha I2 plus bêta A, avec alpha, bêta non nul. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que M est non nul. Donc là, il fallait faire attention. Et du coup, après, je me retrouve avec une matrice de 2. Et matrice de 2, je connais mon cours. Je sais qu'une matrice de 2, elle est inversible si le déterminant est non nul. Je regarde le déterminant. Trop bien. Ça fait alpha carré plus bêta carré. C'est bien non nul puisque alpha, bêta sont non nuls. Enfin, alpha, bêta, attention, ça n'est pas égal à 0, 0. Il peut y avoir l'un des deux qui est nul. Mais en tout cas, le couple n'est pas égal au couple 0, 0. Donc, nécessairement, alpha carré plus bêta carré, c'est strictement positif. Et donc, c'est non nul. Donc, M est inversible. Et après, je me servais juste du cours, encore une fois le cours, sur l'inverse des matrices de 2 pour montrer que M-1 était aussi un élément de vecteur de I de A. Et comme c'est un élément de vecteur, ça appartient bien à un vecteur de I de A, comme vecteur de I de A, c'est C, on a bien que la matrice M-1 appartient à C. Donc là aussi, tu vois, pour terminer la partie, je pense que c'était une question, pas sûr que tout le monde l'ait trouvée, mais elle était. Parce que les étudiants, souvent, oublient de voir que, tu vois, c'était quand même deux questions avant, quoi. Montrer que C, que I de A est une base de C. Donc là, il fallait penser à ça, selon C'est moi. ça, mais ça c'est toujours enfin à l'EM les dernières questions comme ça, elles sont un petit peu vicieuses, techniques et en fait justement elles se servent d'éléments qu'on a démontrés avant. Juste rapidement, on a une question de Dorian, mon homonyme, dans le chat pour la question 5B pour montrer que MN commute. Il nous dit est-ce qu'on pouvait dire que AMN égale MAN et du coup c'est égal à MNA et donc par ce biais-là elle commute. Alors, soit on le faisait, là comme ça, moi j'aurais quand même utilisé, parce que là, regarde, tu vois, si tu fais M égale à alpha I plus bêta A,
alpha 1, tu vois, si c'est alpha 1 I2 plus bêta 1 et n égale à alpha 2 I2 plus bêta 2 A, quand tu fais Mn, tu vas le calculer et tu vas bien obtenir Nm puisque I et A commutent en fait. Donc ça, pour moi, c'était la méthode peut-être la plus rapide. Alors, ce que dit l'étudiant, il dit Mn. Alors, AMN égale MAN AMN égale à MAN, puisque oui, ça c'est vrai. Et est après égal à, AN, et c'est égal à MNA. MNA. Ouais, AMN égale à MNA. Donc, elles commutent car M et N appartiennent à C. Alors là, nous, on veut montrer que MN Ouais, que M et égale N NM. communent. Alors que là, c'est pas exactement ça. Là, on a AMN qui vaut MNA. Donc là, j'en déduirais plutôt et montrer que M et N, c'est-à-dire que. Non, là c'est-à-dire que là, on vient de montrer que le produit MN, AMN égale M. Non, là pour moi, là, je ne l'ai pas démontré là. Là, alors, il faudrait peut-être que l'étudiant nous fasse une photo de ce qu'il a fait, mais là pour moi, ce n'est pas démontré que M et N commutent. Ce n'est pas parce que AMN égale à MNA que M et N commutent. Je ne sais pas, Dorian, ce que tu en Ouais, penses, ouais, mais non, moi, non, là, mais moi, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'à première vue, enfin, ça m'a un peu interrogé, et vu qu'on l'avait pas démontré euh, avant. Dorian, si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est. C'est HR qui nous dit le 20 sur 20 à combien pour les maths appli. Honnêtement, ce qu'on a évoqué à première vue, 75, plutôt 80% du sujet juste, pour prétendre au 20 sur 20, ce qui ne signifie pas qu'il faut avoir fait 40% du sujet juste pour avoir 10, peut-être un petit peu plus, 50, 55 peut-être, pour chercher la moyenne sur ce sujet-là. ouais, parce qu'après, il y a aussi des bonus. Hein. Un étudiant qui va parfaitement rédiger, le professeur il va lui mettre des bonifications. Donc, ça va dépendre aussi de votre façon de rédiger. À l'EM Lyon, c'est vraiment une école connue, il y a des concours qui sont connus pour être très exigeants sur la La précision rédaction, de la ouais. rédaction. Donc, si vous faites une rédaction qui est ultra précise, tout en étant concise, c'est ça le luxe en fait à l'EM Lyon, c'est d'arriver à être concis, trouver le chemin le plus court, mais toujours parfaitement rigoureux. C'est souvent comme ça qu'on a les meilleures notes. Nous, l'an dernier, notre major, il a eu 20 et 20 à HEC, donc aux deux épreuves d'HEC, mais il a eu que 19,8 à l'EM Lyon. Il n'a pas eu 20, alors que tu te dis, normalement, il va défoncer l'épreuve de l'EM Lyon. Et il a tout fait, mais il a dû être peut-être un peu moins rigoureux sur une question. Il n'a pas eu 20. C'était en maths appro, hein, donc c'était pas en maths appli. Donc c'est peut-être un petit peu différent encore, mais donc l'EM Lyon, vraiment, être ultra rigoureux, ultra précis et concis en même temps. Donc, vous aurez des bonifications si vous êtes dans ce cas-là. Et là, oui, je dirais 75%. Après, vraiment, c'est difficile parce que je n'ai pas fait tout le sujet. Donc, je ne peux pas me prononcer de manière certaine, évidemment. C'est une estimation, bien évidemment, pour rappel. La partie B, ici, du coup, Alors, partie B, pour moi, c'était pas la plus passionnante parce que c'est calculatoire. Tu vas montrer que très M2 égale à calculatoire. ça. Ça, c'est facile. Après, il y a encore ici du système. Bon. Et après, il y a sans doute une histoire de trinôme du second degré. C'est Montrer que ça. si Bah, avec le delta. delta, c'est ça, avec le delta, ouais, c'est ça. Voilà. Mm, mm. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais ça doit être du calcul. À mon avis, peut-être pas la question la plus intéressante. Donc, si vous aimez le calcul, faites. Mais il y a tellement d'autres choses à faire que j'ai identifié comme étant des questions à valeur ajoutée et que je sais faire que il faut être vraiment stratège en fait. Hein. Là aussi, encore pour vous donner un exemple, une année, c'était en 2010, un étudiant, il m'avait envoyé ce qu'il avait choisi de faire sur la maths 2 d'HEC. Et en fait, il y avait vraiment une question hyper calculatoire. Et ben lui, il l'a sauté, alors qu'il était très bon. Et il est allé très très loin dans le sujet, mais il n'a pas fait une grosse question énorme calculatoire. Donc, il faut être capable sur des sujets comme ça de D'identifier, sauter. ouais. Voilà. Surtout que là, il donne en fait pas mal de réponses. Donc ici, à la fin, ils disent, je dis ça, pas tout à fait, parce qu'ils disent donner une matrice M. Donc là, pour donner la matrice M, sans doute fallait-il se servir des questions d'avant. Donc si vous voulez trouver la matrice M, il fallait quand même avoir fait les questions d'avant. Donc là, c'est à vous de connaître vos qualités défauts
Si vous aimez le calcul, que ça ne vous fait pas peur, pourquoi pas. Moi, je dis juste que le calcul, c'est souvent risqué. Donc, je préfère faire des questions, des grands classiques que je maîtrise, quitte à revenir après sur des questions à la fin, des questions un peu calculatoires s'il reste du temps. Mais là, comme c'est un sujet fleuve, avancez, quoi. Donc moi, là, tu vois, je me serais pas, enfin, j'aurais peut-être fait parce que là, j'aurais eu le temps, sans doute, mais j'en aurais pas fait. Si jamais je bloquais sur un calcul, vite, comme tu l'as dit, on zappe et on avance, quoi. Et on Pas passe besoin après à la de suite, ouais. bloquer. Parce que là, on avait typiquement des questions sympas qui approchaient. Donc là, endomorphisme, ça, on ne peut pas passer à côté tellement c'est facile. J'espère que ça, c'est clair pour vous maintenant de savoir montrer qu'une application est linéaire et qu'elle est de M2 de R dans M2 de R. Là, c'était assez évident puisque phi de M, bah, c'est AMA. Donc, c'est un produit de 3 matrices de 2, donc d'ordre 2. Bah, du coup, produit de 3 matrices d'ordre 2, c'est encore une matrice d'ordre 2. Donc, déjà, montrer que phi est de M2 de R dans M2 de R, ça, c'était cadeau. Et après, il y a la partie linéaire où là, il faut bien le faire. Alpha M plus N et faire la chose. Mais c'était pas. Là, ici, on avait quand même ici dans la question 10. Donc là, c'était du cours, quoi. Enfin, cours directement, quoi. Ensuite, le phi, rond, phi. Là, j'avais mis sympa, donc attends, je te remets dessus. Voilà. Et Dorian, du coup, pour répondre à ta question, on ne la traite pas pour une raison juste simple, c'est qu'en fait, c'est juste très calculatoire et c'est pas forcément rentable. Et encore une fois, il n'y a pas de, enfin, ça reste du calcul, donc par rapport à ça et au trinôme du second degré. Oui, et puis j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée pour vous là-dessus. Donc moi, je dis pas qu'il ne faut pas la faire. C'est juste que là, aujourd'hui, Dorian me fait le plaisir de m'inviter. J'essaye de vous montrer des questions qui sont autre chose que juste du calcul. Là, on a par exemple une question qui tombe souvent, phi rond phi. Là, vous avez des étudiants, par exemple, phi rond phi, ils vont faire AMA fois AMA. J'ai déjà vu ça. Là, ce n'était pas tout à fait ça. Là, quand on fait phi rond phi, il faut calculer en fait phi rond phi de m. C'est-à-dire que là, l'un des pièges, c'était de dire attention, phi rond phi, c'est phi rond phi égale à AMA au carré. Il y en a qui vont faire ça, tu vois. Ça, non, en fait. Hein. C'est pas ça. Là, ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre une matrice M et faire phi rond phi de M. Et phi rond phi de M, on le calcule, ça fait phi de phi de M. Et je remplace du coup phi de M par AMA. Et donc, ça nous fait A fois AMA fois A. Et quand je fais le calcul, on obtient, après calcul, hein, si je ne me suis pas trompé, on obtient, comme il y a moins i deux fois, ça fait moins i au carré, donc moins 1 au carré, ça fait 1. On obtient m. Et donc, on vient de montrer que phi rond phi de m, ça valait m pour n'importe quelle matrice m. Donc, on a phi rond phi de m égale m, c'est-à-dire phi rond phi égale à l'identité. Et comme c'est l'identité, on appelle ça une involution. Ça veut dire que phi, et donc une involution, c'est quand l'inverse de phi, c'est phi. Et donc là, on est bien dans le cas où phi moins 1, c'est égal à phi. Voilà. Ensuite, ici, Dorian, après, c'était calculatoire. On faisait phi de E1, phi de 2, phi de 3, phi de 4. Attention ici, on obtenait, ça aussi, parfois les étudiants sont un peu choqués, on obtenait que la matrice B, elle était, ils le mettent, hein, ils le mettent, ils sont sympas, mais B appartient à M4 de R. Alors qu'on est sur des matrices de M2 de R, les étudiants sont parfois un peu choqués par le fait que ensuite la matrice représentative de phi appartienne à M4 de R. Mais c'est parce que phi, c'est un endomorphisme. Phi, c'est un endomorphisme de M2 de R dans M2 de R et que la dimension de M2 de R, c'est 4. C'est pour ça qu'on a une matrice 4-4 en fait à l'arrivée. Et là, ils sont sympas, ils nous disent que B carré vaut I4. Là, ils sont quand même gentils, hein, parce que ça, c'était typiquement, on aurait pu le faire, en fait, le calculer. B carré vaut I4, et du coup, là, on a l'histoire du polynôme annulateur, et sans doute, comme ils nous disent, justifier sans calcul que B est diagonalisable. Je ne sais pas, Dorian, si tu vois le truc. Et là, je me dis que ça sent la matrice symétrique. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que B va être symétrique. Et en plus, on a un polynôme annulateur, donc on sait que les valeurs propres sont dans moins 1, 1. Là, ce qui est sympa, parce que là, je viens de le voir en te parlant, ce qui est sympa, c'est qu'on a un polynôme annulateur, donc le spectre, alors je vais peut-être me mettre en dessous, le spectre de B, vu que B carré, on a B carré moins I4 égale 0, ça veut dire qu'on a X2 moins 1 qui est un polynôme annulateur. Donc le spectre de B est inclus dans les racines. Les racines de X2 moins 1, c'est moins 1, 1. Et après,
il fallait sans doute faire des démonstrations par l'absurde. C'est-à-dire dire, supposons que -1 est la seule valeur propre. Parce que là, il fallait montrer l'égalité après, pas juste l'inclusion. Supposons que -1 soit la seule valeur propre de B. Alors, ça voudrait dire, vu qu'elle est diagonalisable, que B serait égal à -I. Et là, c'est absurde. De même, supposons que 1 soit la seule valeur propre. Dans ce cas-là, pareil, même raisonnement, on aurait que B serait égal à I. Absurde, parce que B n'est pas égal à I. Donc, la seule combinaison possible, c'est que à la fois 1 et -1 sont valeurs propres. Donc là aussi, on avait, je trouve, une question, je viens de la voir avec toi, en fait, là, Dorian. Là, c'est une question sympa aussi. Si on veut rentrer vraiment dans le détail, il y avait des petites subtilités. Bon, et déterminer une base de chaque sous-espace propre, ça, c'était du calcul. Donc, je ne l'ai pas fait, mais c'était calculatoire. Et heureusement on nous donne le spectre juste avant, donc pareil, ici, une question qu'on peut traiter même sans avoir fait les questions précédentes. Donc c'est encore une fois ici l'intérêt, et encore plus là pour les maths 1, les maths 2 qui arrivent, le gros, je dirais, c'est en fait du puzzle. Il faut réussir à se dire, voilà, je connais pas, j'ai pas toutes les pièces en main, mais il faut que j'arrive en fait à imbriquer un maximum d'éléments avec les indices un petit peu que le sujet me donne. Et là, par exemple, bah, un étudiant peut-être qui a bien lu le sujet, bah, va réussir à traiter cette question 12C alors qu'il n'aurait pas réussi à traiter les questions précédentes. Donc c'est vraiment encore une fois je dirais cet enjeu-là d'arriver à bien lire le sujet voilà, il faut tout le temps le faire cette lecture active du sujet en amont et avant d'attaquer le sujet pour Ouais. gratter un maximum de points. Avec là, quand même, le bémol qui est qu'on ne pouvait pas se passer du calcul de phi de E1, phi de 2, phi de 3, phi de 4, parce que c'était comme ça qu'on avait la matrice B. C'est ça. Voilà. Mais par contre, on pouvait faire sans calcul B diagonalisable avec spectre. Ça, c'est sympa. Parce que vous avez vu, j'ai fait aucun calcul. J'ai fait des démonstrations par l'absurde à l'intérieur. Donc là, c'était pour moi une question, à mon avis, qui a été un peu discriminante si on veut bien la faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de passages en force. Attention, jamais ce qu'on appelle les bluffs. Jamais de bluff au concours. Les correcteurs, ils corrigent 200 copies. Donc, ils savent quels sont les bluffs. Ils connaissent tous les bluffs. Vous ne pouvez pas les arnaquer, c'est impossible. Donc là, ceux qui se sont dit « Oh, le spectre, il est inclus dans -1, donc peut-être sur un malentendu, je peux dire que c'est égal à -1 sans avoir fait les mini-démonstrations par l'absurde », ça ne passe pas en fait. Donc, soyez là, soyez honnête et dites « Je montre que le spectre est inclus dans -1, j'admets que c'est égal à -1 ». Là, il faut vraiment avoir l'honnêteté intellectuelle de l'écrire. Voilà pour cette exo 2 et l'exo 3. Alors, l'exo 3, je te dis, je n'ai pas vraiment eu le temps de Une encore. partie A déjà qui est sur du Python 4 questions, enfin non, pas 4 questions, 3 questions, pardon, parce que la question 1 c'était reconnaître la loi XK, ou pareil ici, bah, on identifie à première vue une loi géométrique. Encore une fois, là Ouais, c'est bah, les mécanismes qui reviennent, donc exactement. c'est assez intéressant. 3 questions de Python, bah, encore une fois le Python qui reste hyper prépondérant, et après on peut directement passer rapidement sur la partie B avec l'étude de T2 dans le cas d'une ion contenant 3 boules. Oui, donc là, ça, c'est une structure assez classique Classique, d'exercice ouais. de proba, où on fait un premier cas, T2, et puis après, peut-être qu'on fera le cas, voilà, quelques résultats dans le cas Ouais, mais le général. cas général, voilà, voilà. C'est ce que j'allais dire avec les KTN. Voilà. Et donc là, il faut comprendre ce que c'est T2 avec grand N égale 3, donc, et où on voit que ici, alors moi, je ne sais même pas ce que c'est T2, tu vois, donc, mais ici, T2, c'est quoi? Alors, attends, si je me remets. TI, cette fonction, donc c'est quoi T ici? Je me remets dessus. La variable égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir I numéros distincts. OK, donc I numéros distincts, sachant qu'on est dans une urne qui contient n boules numérotées de 1 à grand N. OK, donc là, une fois qu'on est là, I numéros distincts. Donc là, moi, ce que je conseille souvent quand même dans ce genre de sujet, c'est de faire des schémas. Moi, je fais tout le temps des schémas. Donc, tu vois, je me fais ici un schéma où on a donc les boules numérotées, vu que grand N vaut 3, 1, 3. Et T2, c'est le temps d'attente. C'est le numéro où on a. Alors, attends, je me remets dessus. C'est le numéro du tirage, donc égal au nombre de tirages nécessaires pour obtenir I numéros distincts. T2 pour obtenir deux numéros. Du coup, c'est pour obtenir deux numéros distincts. Donc, numéro du tirage ou deux numéros distincts. Voilà. OK. Et donc, ici,
sur cette question. Donc, pardon, je me mets dans la question. Alors après, peut-être qu'il fallait servir dans la partie A. Hein, donc, sans doute pas là, mais c'est possible. Donner l'ensemble des valeurs prises. Bon, bah là, souvent, ce qu'on fait, c'est un peu tout le temps la même technique. On fait au minimum T2 pour avoir 2 numéros distincts. Au minimum, c'est 2. Hein. C'est je tire le 1 et je tire le 2, par exemple. C'est 2 numéros distincts. Et au maximum, au maximum, c'est jamais. Au maximum, du coup, c'est plus infini. Au maximum, je tire tout le temps, vu qu'il y a des remises, tout le temps le même numéro, 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à l'infini. Et du coup, je n'ai jamais 2 numéros distincts. Donc là, on avait un T2 d'oméga qui était égal à 2 plus l'infini. Et justement, dans ce genre de questions-là, toi, c'est vrai que tu parles de schéma. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est traduire, essayer de retraduire en français à l'écrit, en fait, en développant. Et dans tous les cas, ici, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Il fallait démontrer Ouais. avec une belle rédaction que voilà, au minimum, on pouvait tirer 2 boules et que, au maximum, on tirait constamment la même boule et du coup, forcément, on avait un tirage, pardon, euh, qui pouvait aller jusqu'à à plus l'infini. Mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est soit vous dire il faut schématiser, soit essayer de le retraduire, je dirais, un petit peu à votre sauce en français. Et en l'occurrence, ici, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour faire ça. Parce que malheureusement, le schéma, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été, enfin, qu'il faut faire au brouillon. Oui, mais il faudra le faire dans Faut sa pas le copie. faire, Hein. faut pas le faire Absolument sur la pas. copie. Faut pas le faire sur la copie, mais franchement, moi, je fais tout le temps un schéma au brouillon Ah, bien sûr. parce que ça me permet de jouer, en fait. Pour moi, les probas, c'est du jeu. Il faut jouer aux probabilités et jouer le jeu du protocole, en fait. Et là, je suis d'accord avec toi. Moi, je faisais des phrases en français. Alors, petite précision pour les Matapro. En Matapro, en toute rigueur, c'est quand même mieux de procéder par double inclusion pour montrer notamment quand c'est une question à part entière, donner l'ensemble des valeurs prises par T2. Mais en Matappli, c'est plus difficile de le comprendre. Mais en Matapro, moi, je sais que j'embête mes élèves là-dessus pour montrer que les supports, en fait, on les démontre par double inclusion. Parce que quand tu dis au min, ça vaut 2, au max, ça vaut plus l'infini, ok. Mais qui me dit qu'il n'y a pas des valeurs, il n'y a pas des trous? Qui me dit que la valeur 5, elle n'est jamais prise, par exemple? Et du coup, alors évidemment, elle sera prise, mais comment on le démontre rigoureusement? C'est en faisant une double inclusion, c'est-à-dire qu'en montrant que 2 plus l'infini est bien inclus dans T2 d'oméga. On ne va pas le faire ici, mais pour les Matapro, certains m'ont sans doute compris s'ils sont là. Double inclusion est requise pour avoir vraiment tous les points ou avoir des points de bonification. Et là, c'est toujours la même chose. Hein. Quand je vous dis de faire parfois, de soigner la rédaction, c'est parce que parfois, sur des sujets, vu qu'on va parler aussi des sujets d'HEC qui tombent demain, sur les sujets d'HEC, parfois, il faut se battre sur les 3-4 questions qu'on saura faire. Et du coup, si vous avez des rédactions bonus sur les 3-4 questions que vous savez faire, eh ben, vous avez sur un malentendu 14, alors que les autres, ils vont avoir 10. Donc, c'est pour ça, là, à vous d'ajuster après la précision de votre rédaction en fonction du contexte. Et donc après, une fois qu'on est là, après d'écrire l'événement T2 égale K et X1 égale 1, tu vois, alors après, il faut. Là, tu vois, Dorian, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, sauf si tu veux que je fasse, on peut le faire, mais ça peut Non, prendre du non, mais temps. on peut, non, non, mais Et là, tu vois, il on peut fallait juste voir sans doute X1 égale 1, ça veut dire sans doute tirer le numéro 1 au premier tirage. Attends, on va regarder ce que c'est. C'est quoi XI? On se remet dessus. La variable indiquant le numéro de la boule obtenue au quatrième tirage. Ok, on donc tire la boule ça. numéro. Ouais. Voilà, donc ça, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'au premier tirage, j'obtiens la boule 1. Et au quatrième tirage, j'ai pour la première fois un numéro différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forcément que lors des N des K-1 premier tirage, j'ai eu 1, Que tu des vois, 1. donc j'ai eu que des 1. Tu vois, j'ai eu 1, donc X1, donc ça veut dire en gros, si je l'écris, ça veut sans doute dire que j'ai X1 qui vaut 1, inter X2 qui vaut aussi 1, si c'est ça, si j'ai bien retenu le truc, jusqu'à XK-1 qui vaut encore 1, et puis inter, que vaut XK? Et bien XK, il est différent de 1. Et donc ça veut dire qu'il vaut soit 2, soit 3. Et après, je fais ce calcul, c'est une formule. Là, les événements sont indépendants. Je réfléchis, les XT, bah oui, c'est indépendant parce qu'il y a des remises. Et donc, c'est indépendant. Donc, je peux faire le produit. La probabilité d'avoir X1, ça va être quoi? Ça va être, j'ai une chance sur 3. Le tout, X1, etc. Donc, X1, et ça veut dire que je tire tout le temps le même numéro. Donc, puissance K moins 1. Et ensuite, fois 2 tiers.
Voilà, moi j'obtiens ça a priori, puisque xk différent de 1, ça veut dire que je tire soit le 2, soit le 3. Donc, on obtient du coup que l'événement, moi en tout cas, c'est ce que je calcule ici, cet événement-là, a priori, est égal à ça. Et montrer que pt2 égale k égale à ça. Donc là, après, il faut trouver le lien entre t2 égale k et x1 égale 1. Et bon, là, c'est bon, je l'ai. C'est en fait une formule des proies totales. Après, tu dis x1, donc je le fais en live avec toi là. Hein, donc x1 égale 1, x1 égale 2 et x1 égale 3. C'est un système complet d'événements. Donc, formule des probas totales. Et donc, tu obtiens 3 fois cette proba-là. Donc là, ce truc-là, c'est égal à 2 sur 3 puissance k. Et P de T2 égale K. Par la formule des probas totales, je fais deux têtes, donc à vérifier. Hein, mais on obtient 3 fois 2 sur 3 puissance K, ce qui nous fait bien 2 sur 3 puissance K moins 1. Donc pour moi, là, ici, c'était une formule des probas totales. Ici. Après calcul d'espérance, on reconnaît des séries géométriques dérivées. Donc ça, c'est série géométrique dérivée. Série géométrique dérivée. Et après, reconnaître une loi usuelle. Déterminer la loi de la variable Z2 égale T2 moins 1. Ok, ça va être une géométrique là, sans doute. Là, ça va être une géométrique. Pourquoi? Ici, tu as vu T2 d'Orient, T2 d'oméga, c'est 2 plus l'infini. Donc, T2 moins 1 de oméga, ça va être 1 plus l'infini. J'enlève 1 en fait, ici. Et vu que c'est 1 plus l'infini, quelle est la loi usuelle qui a comme support n étoiles? 1 plus l'infini. Ben, en fait, il n'y en a qu'une. C'est la loi géométrique. La géométrique, exactement. Là, c'était une loi géométrique. Tu vois, sans même avoir fait le truc, je sais que ça va être une loi géométrique. Et en plus, on le voit, tu vois, ça ressemble un peu quand même là. 2 tiers puissance k moins 1, on dit k moins 1 dans les lois géométriques. Ça nous fait penser à ça. Mais là, vous avez vu, le fait juste de raisonner sur le support, je connais bien mon cours, le support d'une loi géométrique, c'est n étoile. Il n'y a que ça comme support qui vaut n étoile, donc forcément, c'était géométrique. Partie C, alors partie C, on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que je l'ai pas vu, mais non, et juste pour conclure sur ce sujet Matappli, juste rappeler la démonstration 13, la dernière question sur la covariance, avant de passer pour les maths afro des étudiants qui attendent, j'imagine. Alors, les covariants, la covariance, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Donc là, vu que j'ai pas fait TI-TJ, donc je vous rappelle juste ici les différentes façons. La covariance de TI-TJ, c'est E de TI-TJ moins E de TI, E de TJ. Ça, c'est le cours. Mais après, au vu de ce que j'ai observé et sans l'avoir fait, il y a aussi comme. Donc, ça, c'est première piste. Deuxième piste, c'est de savoir que on a V de TI plus TJ qui est égal à V de TI plus V de TJ plus 2 cov de TI-TJ. Et donc, on peut, comme ça, vu qu'on connaît V de TJ, V de TI et TI plus TJ, on l'a quelque part, non? Je regarde. Alors, je ne sais pas si on l'a. Peut-être qu'on ne l'a pas, en fait. Alors, attends, je regarde. Peut-être que ici, ce qui était malin de faire. Morsin qui nous dit, là, il faut utiliser le fait que TI est égal à somme de ZI. Exactement. Et alors, somme des ZI, mais les ZI sont indépendantes. C'est la question de 10 qu'on n'a pas traité du coup, mais dans la partie C où ils nous disent que justement on doit exprimer TI comme somme Ouais, c'est de du télescopage. Z1 ZI, c'est ça. Donc, là, on a du télescopage en fait. Quand je fais la somme des ZI, on obtient par télescopage, sans doute effectivement TI. Alors, il faut faire gaffe parce que ce n'est pas exactement TI. Ici, c'est TK et Z. Attends, Z1 vaut 1. Voilà, faut se méfier. Il doit y avoir ça va sans doute être un truc comme ça, mais il faut se méfier parce que par télescopage, ça nous fait donc TK, somme
i allant de 1 à k, par exemple, ça va faire la somme des ZI, je regarde. La somme des ZI, ça fait la somme des TI. Somme des ZI, ça fait la somme des TI. Donc, ça fait la somme des TI moins TI moins 1. Donc, ça fait TK moins T0. Voilà, ça fait TK moins T0, si j'ai bien calculé. Et T0, je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'il est quelque part. Je ne sais pas si c'est possible, T0. Est-ce qu'il est déjà défini, T0? Non, sans doute pas. Donc, peut-être qu'il ne fallait pas partir de 1, mais de 2. TK moins T1. Bref, on a un truc de style. Et ensuite, peut-être que c'est ça, mais après, comme les ZI sont indépendantes, on a la variance de TK qui va être égale à la somme des variances de ZI. Peut-être que c'est ça qu'il fallait creuser ici. Hein. Et variance de ZI, je ne les ai pas calculées, mais il y a peut-être que c'était effectivement autour de ça. C'est ce qui nous dit, ouais, ça marche parce que T1 est égal à 1 et T1 égale Z1. Et c'est égal à 1, ce qui nous était montré du coup au tout début de la partie C. Z1 égale 1 si I égale 1. Donc du coup, on est bon par rapport à ça. D'accord, mais du coup, c'était pour avoir la COV. C'était la deuxième formule, V de TI plus TJ. Du coup, ça serait ça, ouais. Ok. Je ne l'ai pas fait, je te dis, c'est Ouais, les ouais, deux non, c'est petits pour ça, ouais, cas. ouais. Non, mais Il y a bien sûr, vraiment ok. les deux grandes façons de calculer la covariance. C'est par le retour à la définition, mais là, souvent, c'est un peu difficile parce que l'espérance d'un produit, c'est dur. Et donc là, c'était peut-être pas ça. Et du coup, c'était plutôt ici V de TI plus TJ en utilisant Z. Mais je ne sais pas comment parce que je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez, là, quand même, on est en termes de difficulté, je pense que c'est un petit peu plus dur quand même, hein, là, sur la fin. Donc, je réitère ma stratégie. Je pense que c'était Exo 2 d'abord, Exo 1 ensuite, notamment si on est bon en analyse, et Exo 3 enfin. Et sauf si vous adorez les probas, où là, évidemment, les probas, moi, c'était sans doute ce que je préférais. Donc, moi, je me serais sans doute régalé sur les probas, mais d'expérience, en maths appliquée, vous êtes généralement plus à l'aise sur les matrices. Et là, du coup, l'Exo 2 n'était pas immensément calculatoire. Ça allait, quoi. Ce n'était pas des gros calculs de grosses valeurs propres. Voilà. Et quand même c'était assez guidé. Donc, Exo 2, Exo 1, Exo 3. Et 75% du sujet pour avoir à peu près 20. Voilà l'estimation, la première estimation. Parfait.